Bonjour à tous. Nous revenons aujourd'hui sur l'exercice que je vous avais demandé de faire hier, c'est-à-dire comparer trois textes que vous aviez en lecture. Et je vous propose aujourd'hui une petite correction. Donc vous aviez trois textes, Léry, Bougainville, Diderot. La première chose que nous allons faire ensemble, c'est revenir sur les points communs. Je reprends un petit peu ce qui a été dit par les uns et par les autres. Donc, première chose, les trois textes évoquent les Indiens du Brésil. Les trois textes évoquent une partie précise de la population de ces Indiens du Brésil. Alors, les femmes pour les rites, dans leur nudité, on est au XVIe siècle, c'est ce qui surprend le plus la population. Un groupe particulier, dont un vieillard pour Bougainville, qui raconte finalement son arrivée dans le village, et puis un vieillard pour Diderot, qui devient un personnage qui dialogue avec un Européen. Les trois textes utilisent le pronom personnel « je ». On peut déjà voir une différence, celui de Bougainville et celui de Léry sont ceux de l'explorateur, alors que ceux de Diderot, c'est un « je » qu'il invente, le « je » d'un vieillard qu'il imagine. Donc il imagine ce que pourrait être son discours. Le vieillard ne tient pas ce discours en réalité. Les trois textes multiplient les effets de réel. Donc chez Léry, vous avez les remarques très précises sur la nudité, notamment des femmes. Chez Bougainville, vous avez tout l'intérieur de la maison qui va être décrite, notamment ces statues qu'il prend pour des idoles. On y reviendra quand on étudiera le texte. Et chez Diderot, vous avez aussi des effets de réel avec le nom d'un personnage qui est mentionné, un Indien qui s'appellerait, je ne sais plus comment. Vous avez également la lame d'acier qui serait plantée dans la terre sur laquelle il y aurait un message, etc. Et puis enfin, les trois textes mettent en relation les deux sociétés. Vous pouvez rajouter un S à société, je ne recommence pas la vidéo, mais là il y a quand même une belle erreur d'orthographe. Donc les deux sociétés que sont les Amérindiens et les Européens. On s'intéresse maintenant évidemment aux différences. Alors, chez Léry, tout d'abord, on peut voir qu'il insiste sur l'expérience vécue. Il y a de nombreux mots en relation avec le lexique du regard, à voirement par exemple, à ce que je peux en voir, ceux qui sont venus. Donc, il insiste sur le fait qu'il a vu, qu'il était là-bas, et ça lui permet d'avoir une argumentation qui a plus de force, puisqu'il sait ce dont il parle, au contraire d'autres qui sont restés en France, et notamment Montaigne. Deuxième chose, c'est qu'il s'agit évidemment d'un passage argumentatif. Il ne raconte pas, Léry, il ne nous raconte pas un passage de son voyage. Il fait un argumentaire, un argument qui fait l'éloge du peuple amérindien en montrant que la nudité des femmes, finalement, aux Amériques est moins sujette à ou propice à la luxure que la nudité que le vêtement des femmes en Europe. Finalement, dit-il, ces femmes nues, c'est juste une façon de faire et elles n'ont pas du tout elles sont pas dans la séduction, dans la provocation, alors que les femmes en Europe qui sont très habillées, au contraire, sont dans la séduction et dans la mise en valeur du corps. Donc il inverse un petit peu l'idée couramment admise. Et enfin, on a des références religieuses chez Léry. Il défend évidemment la nudité des Amérindiens, mais il le défend pour la raison suivante, c'est que les Amérindiens ne sont pas chrétiens, donc ils ne connaissent pas l'histoire d'Adam et Ève qui découvrent le péché et qui donc vont s'habiller. Donc ce qu'il dit, c'est que pour eux, c'est une chose tout à fait louable que d'être nu. Pour autant, si quelqu'un se comportait de la même façon en Europe, ce ne serait pas du tout la même chose, puisque en Europe, être nu, ce serait aller à l'encontre de la religion. Donc, il rejoint un petit peu là-dessus Montaigne, dans la mesure où il considère que finalement, les Indiens d'Amérique sont mignons, tout nus, parce que finalement, ils ne connaissent pas encore la vraie religion. Alors, ce que l'on peut entendre ici aussi, c'est que le jour où les Indiens d'Amérique connaîtront ce que les Européens du XVIe siècle imaginent comme étant la vérité, alors ils s'habilleront comme les Européens.
Bougainville, on remarque qu'ici on est dans un récit, on n'est pas dans une argumentation, même si il fait lui aussi l'éloge de ce peuple, mais on est dans le récit, il y a les temps du passé, il y a une mise en scène de soi, on parle de ce qu'il voit. On remarque aussi qu'il invite le lecteur à découvrir en même temps que lui. Il parle de la maison, puis d'un vieillard, comme si tout d'un coup son regard était tombé sur le vieillard, donc le lecteur est invité à partager la découverte en même temps que celui qui l'a fait. Et puis quand on les laisse seuls, ils pénètrent une autre pièce et le lecteur va avec eux dans cette autre pièce découvrir cet art primitif. On reviendra plus longuement sur ce passage puisque on le travaillera en lecture linéaire. Diderot, enfin, c'est une œuvre de fiction. Là, on n'est pas du tout ni dans un témoignage de voyage, ni dans même des choses qui ont été racontées. Diderot imagine le dialogue que pourrait avoir, le discours que pourrait tenir le vieillard rencontré par Bougainville. Diderot est inquiet en lisant Bougainville, en se disant que cet engouement pour le peuple, finalement, que l'on présente aux Européens, ça va mal finir pour les Amérindiens. Et il ne se trompe pas. On peut voir que Diderot souligne beaucoup dans son texte les différences, et en particulier les différences dans la sexualité ou la sensualité des peuples, en montrant que les Indiens d'Amérique ont prêté leurs femmes, se sont prêtées eux-mêmes, ces femmes se sont prêtées elles-mêmes aux hommes qui arrivaient parce que culturellement c'était plutôt un honneur et que ça ne posait pas de problème, mais que à partir de là, les problèmes ont commencé parce que les Européens n'ont pas compris la démarche et ont voulu s'approprier les femmes, mais aussi parce que les Européens ont induit dans l'idée des femmes que cette façon de vivre n'était pas correcte et que donc elles n'avaient pas à fréquenter plusieurs hommes. Donc elles finissent par se détester entre elles et par créer des conflits. Donc, ce faisant, il y a une critique évidemment très violente du monde européen dans le texte de Diderot, vous l'avez vu, avec tu n'es pas un dieu, pour qui te prends-tu à vouloir posséder comme ça ma terre, mais il y a aussi, quand il souligne les différences et qu'il montre que quand les deux peuples se rencontrent, ça finit mal, il pose la question du vivre ensemble. Est-ce qu'on peut vivre ensemble quand on a des cultures aussi différentes? La question des femmes, c'est finalement une question qui va cristalliser ou symboliser toutes les autres questions qui vont se poser. Est-ce qu'on peut vivre ensemble quand on ne croit pas les mêmes choses, quand on n'aime pas les mêmes choses, quand on ne tolère pas les mêmes choses, quand on n'a pas les mêmes valeurs? Et c'est la question que pose l'œuvre de Diderot. On a terminé la correction de l'exercice, on en vient à ce qu'il faut retenir. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ça? On retient que la découverte des Amériques va continuer à fasciner l'Europe bien après sa découverte. On parle du XVIe siècle, Montaigne, Léry, et vous voyez que XVIIIe, donc 2 siècles plus tard, on continue à s'intéresser à cette découverte. Pas tout à fait pour les mêmes raisons. Ce n'est plus la différence visible qui est soulignée dans les textes, encore qu'elle l'est, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on va faire? Que va devenir ce peuple? Qu'allons-nous devenir face à ce peuple? Et comment est-ce qu'on peut vivre ensemble? Deuxième chose qu'on retient, c'est que les textes qui évoquent la rencontre avec l'autre multiplient toujours les effets de réel. Parce qu'ils ont envie de faire exotique et de répondre à la curiosité des lecteurs. La rencontre de l'autre, c'est aussi le moment où ma curiosité va être aiguisée. J'ai envie de savoir comment vive l'autre, à quoi il croit, comment il fonctionne, est-ce qu'on se ressemble, est-ce qu'on se ressemble pas. Donc c'est la curiosité du lecteur qui est aiguisée. Et on remarque que quels que soient les auteurs, que ce soit Montaigne, Léry, Bougainville, Diderot, la rencontre avec l'autre, elle pose toujours 3 questions essentielles, qui sont donc celles que vous devez avoir en mémoire quand vous abordez l'essai. La première question, c'est qui est l'autre, comment est-ce qu'il vit? Un texte qui parle de l'autre, aller à la rencontre de l'autre en voyage, c'est toujours aller s'intéresser à quelqu'un qui n'est pas comme moi parce qu'il y a cette curiosité en moi, cette envie de connaître l'autre. Ça pose la question de que m'apprend
l'autre sur moi? Quand je rencontre cet autre, qu'est-ce qu'il m'apprend sur moi? Quand je compare sa façon de vivre à la mienne, qu'est-ce que j'apprends? Quand je compare la façon, quand je m'intéresse à la façon dont je réagis face à quelqu'un qui est différent de moi, qu'est-ce que j'apprends de moi? Est-ce que je suis très tolérant? Est-ce que je le suis un peu moins? Est-ce qu'il y a des choses chez l'autre qui me choquent? Et ces choses-là, de quel ordre sont-elles? Est-ce que la nudité me choque? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que le cannibalisme me choque? Peut-être, peut-être pas. Tout ça, c'est une façon de me construire, finalement, de découvrir quelles sont mes valeurs à moi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et la troisième question que l'on découvre aujourd'hui, en particulier avec le texte d'Hydro, c'est est-ce qu'on peut vivre ensemble quand on est différent? Diderot pose la question et dans son texte, en fait, il répond. Il fait dire au vieillard, et c'est le passage le plus important sans doute de cet extrait, « Nous avons respecté notre image en toi. » Les Amérindiens, dit le vieillard de Diderot, n'ont pas attaqué les Européens parce qu'ils ont respecté leur image dans cet homme qui arrivait. C'est-à-dire qu'ils ont respecté non pas cet homme qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne savent pas, dont ils ne savent rien, mais ils ont respecté le fait que cet homme, c'était un homme comme eux. Donc Diderot finalement apporte une réponse. On peut vivre ensemble, le vivre ensemble est possible dès lors qu'on reconnaît que l'autre est un humain. On lui reconnaît son humanité et une valeur équivalente à la mienne. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout ce que l'autre fait. Vous vous souvenez de la vidéo que vous avez vue, hein, et des limites du relativisme. Est-ce qu'on doit tout accepter? Est-ce qu'on peut accepter l'excision? Est-ce qu'on peut accepter, j'en sais rien, moi, le viol sous prétexte que c'est culturel? Est-ce qu'on peut accepter la corrida parce que c'est culturel? Ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire reconnaître que l'autre est un être humain, qu'il est capable de réfléchir, que s'il fait les choses, c'est qu'il les a réfléchies, qu'il est aussi intelligent, aussi bon, aussi humain que moi, mais que parfois, dans ce qu'il fait, il y a des choses qui ne correspondent pas à mes valeurs, à ma morale, à mon éthique, ma morale à moi, personnelle, qui n'est pas une morale sociale, et que ces choses-là, je ne les tolère pas. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est l'autre que je condamne, mais plutôt certaines choses dans sa culture. On arrive au bout de cette vidéo, pas très longue, hein. Vous voyez que je vous ménage un petit peu en ce moment. J'imagine qu'au bout de 3 semaines, on a besoin de prendre un peu son souffle. Maintenant, c'est annoter les références de ces textes sur vos cahiers et en particulier sur la fiche préparation de l'essai que vous avez commencé pendant les vacances de Noël et sur laquelle vous avez déjà noté des lectures personnelles qui pouvaient vous servir de référence quand vous traiterez les essais. Les textes que je viens de vous présenter sont évidemment des mines d'informations pour traiter l'essai. On en a fini pour aujourd'hui. Je ne vous demande aucun retour. Donc, à partir du moment où la vidéo est terminée, vous êtes libérés en ce qui me concerne pour la journée. Par contre, nous sommes mardi. Je vous donne donc rendez-vous mercredi demain à 9 h devant le blog. Bonne journée.